Ok, bonsoir à tous. Merci d'être venus pour qu'on puisse vous présenter nos travaux au sein de Nictal. Nictal, on est une jeune start-up. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on bosse sur le projet et 6 mois qu'on est passé sur le côté développement opérationnel. From Token Analysis to Blockchain System Understanding. Pourquoi? Parce qu'on a démarré sur l'étude de réseaux associés à l'usage de certains tokens et notre objectif est d'arriver sur des systèmes de compréhension et d'analyse plus globales à l'échelle des réseaux blockchain. Qui on est? Du coup, Pierre et moi, associés et cofondateurs. Pierre, lui, du coup, qui est le tech guy, qui était anciennement CTO pour une société de marketing digital qui s'appelle Mille Merci, qui gérait l'équipe de R&D. Donc, c'est toute la brique de compétences côté data science. Lead data science. Il y avait des gens. Lead data scientist. Et du coup, moi, Blaise, qui suis passé par le conseil en innovation, j'étais pas mal focus sur tout ce qui est technologie digitale. J'ai découvert la blockchain en 2016. Je suis passé fin 2017 par une start-up de la blockchain qui est basée à Lyon, qui s'appelle iExec, qui fait du cloud computing décentralisé. Et c'est à la fois dans nos échanges avec Pierre et dans le cadre de cette expérience où on a pu constater le manque d'outillage et le besoin de pousser un peu, de creuser, on va dire, la thématique de l'analytique et des outils de data science appliqués au réseau blockchain. Notre postulat est un peu le contexte dans lequel on s'insère. Alors nous, la blockchain, on voit vraiment ça comme une technologie qui aura demain un impact très fort sur la digitalisation de l'économie et sur toute une série de processus métiers, de processus d'échange de valeur ou d'informations à forte valeur ajoutée. On voit aussi ça comme un outil intéressant pour crowdsourcer l'investissement et la gouvernance de certaines formes d'innovation. Par rapport au fonctionnement de notre économie actuelle, on trouve en effet que ça peut avoir une vraie valeur ajoutée. On a aussi un regard critique par rapport aux ICO, par rapport aux tokens, par rapport à toute la spéculation. Aujourd'hui, pour bien des acteurs, la blockchain, ça génère plus de peur et d'incompréhension que d'enthousiasme. Et c'est un problème qui est dû aussi au problème, à l'ensemble des comportements de spéculation. Et nous, on a interprété ça comme un besoin de créer des enseignements, de l'information qualitative, de l'information stratégique pour permettre de mieux comprendre l'activité sur ces réseaux d'un nouveau genre. Et du coup, c'est là où on arrive à nos objectifs. C'est vraiment d'analyser l'ensemble des flux transactionnels qui ont lieu sur un réseau blockchain, qui sont entremêlés et qui représentent différentes typologies de comportements, différentes typologies d'acteurs pour l'accès à différents produits ou services. Et l'objectif, c'est de pouvoir rescinder tout ça, le rendre intelligible, le rendre compréhensible pour justement permettre de générer plus d'adoption, on va dire, et en même temps accompagner la maturation technologique autour de ces réseaux blockchain. Techniquement, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs étapes pour analyser et comprendre les réseaux blockchain. Il faut déjà se connecter au réseau et être capable de capter la donnée, de la structurer. Ensuite, de l'analyser avec des outils de BI ou des outils de data science pour pouvoir redélivrer de l'information sous la forme d'indicateurs de performance, sous la forme de tableaux de bord qu'on va pouvoir délivrer à nos clients. Donc les deux problématiques, c'est vraiment à la fois l'accessibilité de la donnée, qui est une problématique opérationnelle qui prend du temps mais qui n'est pas si complexe, et c'est surtout la question de la lisibilité et de la capacité à interpréter ces données, où là on rentre dans des sujets plus avancés, on va dire, de data analyse et notamment de data science. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est évaluer les communautés d'acteurs qui interagissent sur un token, c'est pouvoir mesurer la performance des projets, l'adoption d'un produit, l'état de santé d'une communauté, et notamment caractériser le comportement des acteurs. Aujourd'hui, c'est un des points clés sur lesquels on va pouvoir revenir. Notre approche actuellement, c'est au départ se centrer sur Ethereum et sur tout ce qui va être token ERC20 pour progressivement étendre le champ des possibles et notamment sur les principaux réseaux blockchain qui vont demain générer de l'adoption et générer de l'usage, le tout donc en déployant des outils data science avancés et des algorithmes de machine learning. C'était une slide. Ça, c'est le petit changement de micro. Il va en avoir quelques-uns, désolé. Ça, c'est très schématiquement la structuration de ce qu'on a. On ne va pas y passer trop de temps, mais en gros, l'idée, c'est de se connecter à différents blockchains, donc qui sont simplement différents protocoles, récupérer l'information qui est très généralement présente, mais qui est
pas conçu pour être requêtable, c'est-à-dire que quand je décris une blockchain, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout, j'ai tendance à présenter ça comme des bases de données distribuées dans le sens forme du terme, immuables, mais c'est pas des, vous le savez très bien, hein, c'est pas des bases de données sur lesquelles on peut facilement requêter, donc il y a un petit problème de parsing, de remise en forme, pour repasser ça sur des vrais outils de big data qui nous permettent de requêter de la donnée de façon efficace et de la rendre exploitable. En sachant que ces extracteurs-là, en plus, on va structurer la donnée, et derrière, on va pouvoir brancher des outils de BI et des outils de data science. Et le produit de cette chose-là, c'est ce qu'on appelle augmented data, c'est des métriques en plus, de la qualification de certains wallets ou de certains types de transactions. Et pouvoir permettre à nos clients de requêter tout ça via une API, ou alors de suivre ça d'un point de vue complètement agrégé sur des dashboards. Alors, je vais décrire la démarche data science qu'on a. Je ne sais pas à quel niveau je dois positionner le niveau de profondeur, donc n'hésitez pas à poser des questions. Si jamais, interrompez-moi, levez la main dès que je ne suis pas clair. Voilà, c'est... En gros, les données qu'on a, c'est de la donnée qui s'assimile très bien à des données de type graphe, où nos wallets sont des nœuds et les arêtes entre ces wallets-là décrivent la transaction. Et je peux la pondérer de plein de façons, parce que j'ai une granularité extrêmement forte sur la transaction. Donc j'ai des dates, j'ai les volumes de RLC, j'ai la typologie de la transaction, si jamais des smart contracts qui existent, et il y a différents types d'échanges, etc. Donc en gros, j'ai mes wallets qui vont être fixes, et ça va être à moi de déterminer comment je pondère les arêtes entre ces wallets-là. Les graphes, c'est des choses qui sont étudiées en informatique depuis les années 60, c'est extrêmement générique comme structure de données. Donc on a tout un bestiaire d'algorithmique qui est déjà existant. La première approche a simplement été de repasser sur ces 40 ans d'histoire informatique et de sélectionner ce qui nous va bien. Ça nous a permis de sortir déjà pas mal de petites choses et de fournir pas mal d'insights à nos clients. Et l'autre pendant qui arrive et qui est extrêmement intéressant, c'est que on a un nouveau mode d'interprétation ou de traitement de ce type de données-là. C'est-à-dire que depuis quelques années, on commence à avoir des outils machine learning, donc, qui ont une approche légèrement différente, qui commencent à s'intéresser aux données de type graphe. En gros, on avait les réseaux de neurones qui ont commencé par traiter des données de type image, qui ensuite sont tranquillement passés au NLP, donc traitement du langage. Derrière, on a commencé à avoir tout ce qui était série temp, donc on a commencé à avoir des vidéos, avoir des vidéos donc, qui sont juste des suites d'images ou du traitement du langage oral, par exemple. Et là, on commence à voir arriver ces mécaniques-là sur des données de petits graphes. Et un de nos objectifs principaux, en fait, c'est de créer des embeddings de nos graphes, donc en gros, de vectoriser ces structures-là. En gros, d'associer des vecteurs aux nœuds ou à des sous-ensembles de nœuds, et pouvoir commencer à travailler ces choses-là. Cette transformation-là, derrière, nous permet d'être beaucoup plus efficace sur toutes les problématiques qu'on va avoir, que ce soit de la classification, du clustering, donc en gros être capable de relier les wallets entre eux, etc. Et les petits graphes qui est en bas, c'était pour essayer de vous donner une compréhension de ça. C'est un des gros gaps qu'on a sauté grâce à ce type de méthode-là, ça a été sur le traitement du langage, avec des choses qui s'appelaient Word2Vec, où en gros l'idée principale était d'associer un vecteur à des mots du langage, et le faire de façon cohérente, c'est-à-dire que les mots, ces points qui existent dans un vecteur de dimension plein, de grosse dimension, s'organisent, c'est-à-dire que une certaine translation va traduire le fait qu'on passe d'un homme à une femme. Par exemple, c'est ces trucs-là où on part du vecteur associé au mot homme, on le soustrait au vecteur du mot roi, et on peut tomber sur celui du mot reine, par exemple. Et donc, toute cette mécanique-là nous permet de faire plein de petites opérations et d'être beaucoup plus efficace, en tout cas d'aborder différemment les problématiques de data science liées au graphe, au traitement des graphes. Je ne répondrai pas à comment on le fait, parce que ça, c'est effectivement la sauce secrète du truc. Un premier exemple de ce qu'on peut faire en termes de data viz, alors là c'est encore très
C'est pas de la data science, c'est vraiment plutôt de la BI. Ce qui est intéressant, c'est que sans aller très loin, on peut déjà sortir des enseignements qui sont intéressants. Sur le graphique de gauche, par exemple, on a retracé, alors on a fait toutes nos expérimentations sur le réseau d'un token donc avec qui on travaille actuellement. Là, du coup, on a retracé grosso modo l'évolution sur une granularité à la semaine du nombre de transactions, du nombre d'envoyeurs uniques et du nombre de receveurs uniques. Et à partir d'une information aussi simple que ça, on peut créer un indicateur qui est très intéressant pour pouvoir évaluer l'évolution d'une communauté. Ça va être un indicateur d'expansion du réseau. En gros, sur chaque granularité, donc sur chaque semaine, on regarde combien on a d'envoyeurs, combien on a de receveurs, et on a un indicateur très simple de contraction ou d'expansion du réseau. Et ça, c'est pour dire que au final, aujourd'hui, on a de l'information qui est accessible, qu'on peut analyser, mais pour autant que très peu d'acteurs exploitent pour pouvoir caractériser les réseaux. Donc même sans aller très loin, on peut déjà produire énormément de valeur, ne serait-ce qu'en interprétant de manière sensée, on va dire, l'information qui est à notre disposition. Alors, ici, donc ça c'est sur ce même réseau qu'on vous a représenté, c'est juste une représentation graphique. Là-dedans, il y a assez peu d'intelligence. En fait, alors, chacun des petits points verts va être nos wallets. On a juste des arrêts qui sont binaires, arrêts si jamais il y a eu au moins une transaction entre les deux, et on s'est amusé à colorier en rouge la partie qui est du côté de l'envoyeur et en bleu du receveur. Et donc, ça commence à nous donner des... C'est l'inverse ? Le rouge sur le receveur et le bleu sur le... Voilà, et donc ces genres de petites représentations-là qui commencent à... C'est très rigolo, c'est que ces choses-là, on les a fait juste pour nous, pour avoir une idée de voir de ce qu'on manipulait. Et au final, en les partageant avec les gens avec qui on travaille, on s'est rendu compte que rien que ça a de la valeur, parce qu'on a tout de suite envie d'aller voir ce qui se passe au niveau des énormes centres qui apparaissent un petit peu partout. En itérant, on peut commencer. En fait, on se rend compte par exemple, ces nœuds-là, on va les regarder à la main, on se rend compte que ça correspond en fait, que certains de ces wallets sont connus simplement en recherchant leur hash sur Google, on tombe sur des choses correspondant à des plateformes de change. Ça nous permet de déterminer ou de se faire une idée de ce qu'on doit chercher. Et assez rapidement, on se retrouve à être capable de sortir l'ensemble des plateformes de change d'un réseau en sachant que tous les wallets ne sont pas forcément publics. En tout cas, ils sont publics dans le sens où si vous transactionnez avec, vous pouvez observer la transaction, mais ce n'est pas des choses qui sont mises sur pignon sur rue. Et une fois qu'on a ça, on peut remettre une petite couche... d'algorithmie dessus. Alors ça, c'est assez rigolo. Ça, c'est une variation d'un algorithme qui, à la base, est utilisé pour faire de la clusterisation. L'idée principale qui est derrière cet algorithme-là, c'est d'avoir un traitement physique des graphes et de regarder ce qui se passe si jamais on choisit de façon aléatoire une partie des nœuds, qu'on considère qu'on fait écouler une sorte de liquide à cet endroit-là, et on regarde comment il se répand au milieu du graphe. Et on va bidouiller ce truc-là, on va sélectionner à la main les nœuds qui nous intéressent, qui sont les nœuds de plateforme, et en faisant gaffe sur comment ce liquide entre guillemets se répand sur les nœuds, on va pouvoir voir l'impact principal des différentes plateformes sur tous les nœuds du réseau. Et derrière, c'est l'intelligence qu'on peut repartager avec le client. Voilà. Alors, du coup, pourquoi on a fait tout ça et pourquoi on l'a utilisé en interne ? C'était aussi pour comprendre un peu qui faisait quoi sur un réseau, pouvoir séparer les plateformes d'un côté, pouvoir séparer les wallets qui sont associés à la team du projet et les acteurs qui sont vraiment qui interagissent sur le réseau. Si on revient sur ce graphe-là, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de plateformes. Alors, il y en a certaines qui ont un unique wallet, c'est-à-dire qui reçoivent les coins et qui les envoient à partir d'un wallet. Il y en a d'autres qui ont plusieurs wallets. Là, on va avoir des agrégations où il y a un receveur et plusieurs envoyeurs. Donc, on peut reconstituer un peu la structuration de certaines plateformes et associer plusieurs wallets à une même plateforme. Aller même au-delà, c'est-à-dire qu'il y a en effet des wallets publics qui sont associés aux plateformes. Nous, on va être capable de retracer les wallets qui ne sont pas publics, mais qu'on intègre comme appartenant en fonction d'une même plateforme. Donc là, déjà, on crée de la valeur sur le fait d'être capable d'identifier les réseaux de wallets associés à une plateforme donnée. Là, sur ce graphe-là, on observe des influences majeures de certaines plateformes. On observe là, par exemple, le wallet de l'ICO qui rejaillit de l'autre côté. Alors, la représentation a été optimisée par certains algorithmes. Là, c'est un wallet qui est utilisé pour des airdrops. Donc, en fait, l'ICO a envoyé de l'argent sur ce wallet-là car distribué à une communauté sous forme de airdrop. C'est tous des outils qu'on a utilisés
pour segmenter un peu le réseau, savoir quelles étaient les grandes typologies d'acteurs d'un côté, qui n'étaient pas des acteurs en tant que tels, en tout cas qui n'étaient pas des utilisateurs du réseau, et pour pouvoir derrière justement analyser plus en profondeur chaque catégorie, donc les plateformes d'un côté et les utilisateurs, ou en tout cas les investisseurs de l'autre. Et c'est là où on peut rapidement obtenir des graphes qui restent de la data vise. C'est que d'un côté, on va monitorer l'évolution des échanges autour des plateformes. De l'autre, on va regarder ce qui se passe autour du produit. Alors là, quand je mets produit, on regarde plus finement que ce qui se passe uniquement au niveau de la communauté d'investisseurs et d'utilisateurs. C'est qu'on va monitorer précisément les appels de fonctions au niveau du smart contract qui est associé au produit et au service qui a été délivré. Là, notre premier client, c'est quelqu'un qui a délivré un produit. Et du coup, on est capable de regarder justement quel est le taux d'usage réel de son produit par rapport à l'ensemble de l'activité du réseau. Si on regarde les pourcentages, c'est relatif. Donc ce qu'on disait jusqu'à maintenant, on s'intéresse aux plateformes. La chose qui est hyper intéressante, c'est de se dire que sur tous les wallets, on va avoir différents comportements qui sont associés. On va avoir des investisseurs, on va avoir des gens qui thésaurisent, donc qui prennent des tokens, les planquent sous le matelas et n'y touchent plus pour espérer les revendre plus tard. On va avoir des plateformes de change. On a réussi à avoir des personnes qui ont un vrai rôle de trader et on a des personnes qui utilisent les produits. En gros, ces différentes typologies de personnes vont, on se l'imagine assez bien, pas être connectés aux mêmes ensembles de wallets et vont échanger avec ces autres wallets sur des modalités qui sont différentes. Donc c'est très rigolo de le faire à la main. Sur le coup des plateformes de change, ça se fait assez bien parce qu'elles ont un comportement qui est tellement aberrant par rapport au reste du monde que ça clignote sur les graphes. Mais la question qui vont se poser, c'est comment on est capable de clusteriser les wallets. Donc en gros, de réunir entre eux les wallets qui ont un comportement qui est semblable. Et donc en fait, on va réutiliser les mécaniques que je vous décrivais plus haut d'embeddings. On va pouvoir travailler avec ces séries de vecteurs-là. On va être capable de réunir entre eux les wallets qui vont bien. Et derrière, on peut ressortir des métriques sur les clusterisations qu'on a obtenues. Et en regardant ces métriques-là à la main, en regardant les volumes moyens de sortie, d'entrée, le nombre moyen les volumes totaux par contre d'entrée et sortie, le nombre moyen de transactions, le nombre de wallets à l'intérieur de ça, on en avait regardé 2-3 autres, mais en reprenant des métriques qui ont du sens, on est capable de mettre un sens sur ces clusterisations-là et de voir que ce qu'on a appelé small holders, ça va être l'ensemble des personnes qui ont récupéré de l'argent un jour et qui n'ont jamais redonné. On va juste faire un découpage en termes de volumétrie sur les quantités d'argent reçues par wallet ou pas, regarder la fréquence avec laquelle ils échangent, et du coup on est capable de refaire une qualification à la main de ces clusters-là. Et une fois qu'on a ça, on peut réinjecter cette compétence-là, enfin cette connaissance-là, sur les chiffres qu'on sort, et regarder comment évoluent ces différentes parties, et pouvoir avec notre client, l'accompagner sur quand il réalise une action particulière, un airdrop, la release d'un code, ou alors un mouvement de marché. C'est un concurrent qui a sorti un produit similaire, etc. Comment ces communautés-là vont évoluer et dans quelle proportion. Ce qui est intéressant, c'est vrai là, par exemple, on voit qu'au niveau des holders, on est sur les plus petites catégories d'acteurs. Alors on a des petits traders, en gros le holder c'est que de l'entrée pas de sortie, le trader c'est autant d'entrée et de sortie et une activité qui cherche à faire de l'arbitrage, l'investisseur c'est plus d'entrée que de sortie, donc une forme de thésaurisation et en même temps une certaine activité. Et c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à voir des holders, alors là c'est un coin qui a eu une valeur entre 20 centimes et 2 $ grosso modo. Donc on reste sur des petites valeurs monétaires, on se rend compte qu'il n'y a aucun holder, les holders ils ont un portefeuille de 1000 coins, ce qui est finalement très faible, alors qu'on a des gros investisseurs qui gèrent des portefeuilles de plusieurs centaines de milliers de coins et qui font de l'arbitrage là-dessus. Donc c'est vrai qu'on obtient de manière automatique un niveau de compréhension qui est assez inédit. Alors là aujourd'hui sur cette chose-là, on avait pris l'ensemble de l'histoire des transactions, grosso modo depuis la création du coin jusqu'à aujourd'hui. Demain, on peut aller sur une granularité plus fine en termes de période temporelle. Alors là, c'était un petit graphe où on avait représenté où étaient réparties toutes ces différentes typologies d'acteurs sur le graphe tel qu'on l'avait représenté avant. Ce qui a du sens, c'est que c'est réparti de manière complètement hétérogène sur l'ensemble de la structure du graphe. Si on avait vu que certaines plateformes étaient associées à certains comportements typiques, on aurait pu se poser des questions. Là, ça reste assez...
Je tape dans le micro, ça doit être affreux sur la vidéo. Désolé. Juste petite précision là-dessus, ce qu'il faut bien voir, c'est que là, il y a 2 algorithmes qui sont en jeu. Il y en a un qui va donner les couleurs, donc c'est la clusterisation des wallets entre eux, qui le fait selon ses règles à lui, et il y en a un autre qui décide de l'affichage. Donc l'algorithme qui décide de poser le petit point rose ici et pas là, il le fait selon ses propres règles d'optimisation d'affichage. Donc voilà, c'est juste pour donner ce truc-là. Après, on commence à voir apparaître certaines structures quand même, et c'est ce que disait Blaise. Il faut regarder, mais alors là on les voit pas parce qu'on est loin, mais ce qu'on se rend assez peu compte, si jamais on va se balader là-dedans, c'est que on a des différences entre tous ces wallets qui vont être à l'interface de pôles principaux, les wallets qui sont à l'extérieur, toute la couronne jaune. Et voilà, on est capable de sortir ça. Donc ça, c'est une question de représentation. Et en fait, ce truc-là, c'est une tentative de représentation graphique des informations qu'on vous a sorties sous forme de tableau juste avant, où on vous sortait les volumétries, les fréquences, etc. Et donc, comme je commençais à dire, on peut aller un cran plus loin. C'est regarder par rapport à l'ensemble de ces catégories, de ces comportements, comment ça évolue au fur et à mesure de la vie du projet. Donc là, on avait un graphe à gauche où c'était le nombre d'acteurs par chaque catégorie en fonction des différentes semaines de la période temporelle étudiée. On retrouve très bien la hype qu'il y avait eu autour de la période de décembre et on voit un peu comment ont évolué les différentes catégories d'acteurs. Et après, ces différentes catégories, on peut les recaractériser à la fois en nombre et à la fois en poids. Alors là, le graphe de droite, c'était une question de poids sur d'autres catégories. Mais en tout cas, on regarde comment ça évolue au cours du temps et on recaractérise de manière plus précise. Donc si demain notre client, en effet, il lance une nouvelle feature, on va être capable de lui dire, ok, ça n'a eu aucun impact sur la spéculation, ta communauté d'investisseurs a été satisfaite, ça a renforcé et ça a généré de l'usage. Et après, même sur ces acteurs, on peut regarder les usagers, est-ce que c'est des gens qui sont aussi investisseurs et du coup qui thésaurisent un peu, ou est-ce que c'est uniquement du flux et que quelque part ceux qui sont intéressés par le produit et le service n'ont pas du tout un positionnement d'investisseur. Donc c'est ce genre d'analyse qu'on peut chercher à pousser derrière. Dernière partie, alors là c'est plus quelque chose où on s'est amusé entre guillemets, c'est l'analyse de la topologie du réseau, grosso modo à plus petite échelle, comment se structurent les échanges et ce qu'on peut en interpréter. Donc grosso modo on a retiré les gros wallets de plateforme qui rendaient le graphe illisible. Du coup on a éclaté notre graphe en un nombre de composantes qui étaient indépendantes et on regarde comment se restructurent entre elles ces composantes. Là, on est sur des comportements, soit c'est des wallets de petites plateformes, soit c'est des petites communautés d'investisseurs. C'est vrai quand on voit ce graphe-là où il y a deux wallets qui gèrent la réception et l'envoi, on est plus sur un comportement type plateforme. Sur ces acteurs-là, suivant d'où vient l'argent, est-ce que ça vient de l'ICO ou est-ce que ça vient d'une autre plateforme, soit c'est un portefeuille annexe d'une plateforme qu'on n'avait pas inclus au premier plan, soit c'est des communautés d'investisseurs qui sont regroupés entre eux justement pour optimiser un petit peu le temps passé. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on constate d'autres systèmes d'organisation qui sont moins organisés justement et qui peuvent refléter des usages différents. Typiquement, les échanges dans le réseau, dès qu'on va faire appel à un smart contract via une plateforme d'échange décentralisée ou via l'accès à un produit, un service, on va avoir quelque chose de beaucoup plus organique en termes de structuration. Et c'est aussi intéressant de regarder justement comment cet aspect de croissance organique, d'échange organique se structure et quels sont les types de différences qu'on va pouvoir observer à l'échelle du réseau. C'est quelque chose qui est aujourd'hui un peu moins interprétable, mais ça n'en reste pas moins intéressant de voir un peu comment se structure l'ensemble de ces échanges. Et donc là, on est sur, globalement là où on en est, sur la roadmap. Donc en gros, on a actuellement tous les outils qui nous permettent d'analyser au niveau d'un token, sur Ethereum par exemple. Jusqu'à maintenant, c'est des choses qu'on faisait sous forme de rapport, mais on va très vite sortir ça sous forme de SaaS, histoire que les gens puissent avoir accès aux grandes métriques. Les enjeux suivants, c'est de faire des analyses qui sont cross-token. Parce que avoir une information sur le comportement d'un wallet dans un token, c'est de l'information qu'on peut réutiliser ailleurs sur un autre token, c'est en gros un graphe parallèle sur une autre couche en quelque sorte.
Et donc ça, c'est les choses à réaliser et on a déjà, enfin, on a déjà une belle tranche de boulot à faire, mais au moins on sait où on va, on sait comment la réaliser, techniquement, on sait où on veut aller, et le grand rêve derrière, ce serait, mais là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus complexe, de rattacher ça cross-blockchain, donc cross-protocol, où là on va être uniquement, jusqu'à cet endroit-là, on travaille sur des wallets qui sont nommés, tout va bien, on est capable et c'est juste les outils mathématiques à déployer dessus qui changent. Ici, va falloir faire des approches statistiques, va falloir changer complètement le paradigme de recherche. Mais en gros, voilà, ça va être les grandes étapes qu'on veut. Sur la dernière couche, il y a plus d'approximation. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de voir justement qu'au final, en partant de l'analyse d'un token et en explorant l'ensemble des possibilités en termes de data analyse, en termes de data visualisation, en termes de data science, on se rend compte qu'on peut aller assez loin dans la caractérisation des réseaux. Et on se rend compte aussi que les théories existent pour faire une comparaison automatique entre l'ensemble des tokens d'un réseau. Typiquement sur Ethereum, demain, alors ce sera peut-être dans 3 mois, peut-être dans 6 mois, mais on sera capable très rapidement de faire de l'analyse comportementale, pas à l'échelle d'un token, mais à l'échelle de l'ensemble du réseau. Quels sont les grands patterns de comportement qu'on va retrouver dans l'ensemble des 1000 ou 1500 tokens sur des ERC20 ? Donc, quelles sont les communautés qui sont très similaires? Alors, on va retrouver sûrement des similitudes sectorielles. Si demain, le secteur de tout ce qui tourne autour du computing décentralisé est quelque chose qui émerge, on va retrouver les acteurs qui sont fournisseurs de puissance, qui sont fournisseurs de storage, qui sont fournisseurs d'hébergement, qui risquent d'avoir des modèles d'évolution assez similaires parce que l'usage croîtra de la même manière et on a tendance à penser que l'investissement sera aussi structuré d'une manière équivalente. Après, entre deux projets d'un même secteur, mais l'un qui est sérieux, dont il y a une vraie fidélité de sa communauté d'investisseurs avec une traction de l'usage, et l'autre qui est aujourd'hui que dans la communication et qui ne fait pas grand-chose d'un point de vue des développements, c'est aussi des choses qu'on va pouvoir segmenter très rapidement. Donc en fait, on se rend compte que alors les outils n'existent pas aujourd'hui, les approches théoriques existent, et ce n'est qu'une question d'implémentation pour réussir à rendre complètement lisible l'ensemble des interactions à l'échelle d'un réseau blockchain. Donc là, la limite en fait, scientifique du possible aujourd'hui, c'est comprendre l'ensemble d'un réseau blockchain. En effet, là où il y aura une vraie problématique scientifique supplémentaire, comme disait Pierre, c'est pour passer sur différents standards blockchain, comment on va relier le comportement d'acteurs qui ne sont pas identifiables en tant que tels étant le même acteur. Parce que sur Ethereum, un wallet gère tous les ERC20, gère de l'Ether. Si on fait Ethereum et Bitcoin, on ne sait pas si deux acteurs qui ont un comportement très similaire sont identiques ou sont différents. Donc aujourd'hui, la barrière scientifique et technologique, elle existe plutôt à l'échelle des différents standards blockchain. Mais en tout cas, on a la preuve que la compréhension des systèmes blockchain est aujourd'hui n'est pas une réalité, mais une possibilité qui sera vraie dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Je vous remercie de votre attention. Attends, du coup, fais passer le micro. Je répète la question. Vas-y. Merci pour la présentation, c'est très intéressant. Et surtout, du coup, avec cette technologie que vous avez développée, on peut repérer les échanges qui font des fake volumes et qui font des fausses transactions, market making, etc. Tout à fait. Il y a deux produits en fait qui vont se dessiner. Un plutôt orienté autour des communautés blockchain, qu'on va soit pour servir soit les startups blockchain elles-mêmes, soit les acteurs qui cherchent à lister des tokens ou à travailler avec certains tokens. Et en même temps, on va pouvoir regarder la véracité des volumes qui sont affichés et qui sont réellement réalisés dans la blockchain, ce qui peut intéresser des acteurs institutionnels, des acteurs bancaires, pour voir justement démêler un peu le vrai du faux et voir quels sont les partenaires honnêtes et ceux qui ne le sont pas forcément. C'est assez impressionnant à quel point apparemment les volumes sont manipulés. Il y a quelques acteurs, quelques études j'avais vues où c'est de l'ordre de 80% sur beaucoup d'exchanges. On dira aucun nom. C'est vrai que la difficulté là-dessus, c'est de pouvoir bien identifier l'ensemble des wallets qui sont associés à une plateforme. Parce que si tu screens que 10% des wallets d'une exchange, c'est normal que tu vas considérer que 80% du volume est fake. Tu n'as peut-être pas tout vu du coup dans l'histoire. C'est ça que c'est une des difficultés, c'est de pouvoir automatiser cette clusterisation des wallets associés à un même acteur et aussi de pouvoir y mettre un nom.
ce qui n'est pas toujours évident parce que malgré tout, les échanges ne sont pas toujours organisés de manière à ce qu'on puisse identifier la... Au-delà de mettre un nom, vous avez des outils pour faire des co-clusters. Si je veux utiliser ces clusters pour envoyer un message au cluster, il y a des outils qui existent derrière. Alors, ce que vous avez renvoyé un message au cluster, c'est-à-dire adresser toutes les personnes qui appartiennent à un groupe. Je veux parler à tous ceux qui vont cumuler et qui n'ont pas échangé Alors, encore le cluster. L'information qu'on a, c'est l'information des transactions. Du coup, on a les hashes des wallets, qui est pseudo-anonyme. Si jamais le wallet est disponible, je ne sais pas, sur Google, à ce moment-là, on va pouvoir le contacter. Mais la majorité des acteurs se cachent derrière ce pseudo-anonymat, quoi. Donc on peut... Il n'y a pas d'outil qui permet de préserver l'anonymat de l'individu, mais qui permet de renvoyer un message pour un cluster et qui ferait tiers de confiance pour éclater ce message sur les... Alors, j'ai envie de dire qu'en plus, ça va être une question qui est plateforme dépendante. C'est-à-dire que savoir comment on adresse et à quel point je suis capable de remonter à une transaction, globalement, ce qu'on vous a présenté là, c'était un token Ethereum. Je ne sais pas s'il y aurait moyen d'écrire un smart contract qui permet de pousser de l'information. Demain, il y aura un moyen très simple, c'est toutes les ICO qui ont fait leur KYC correctement. À la base, on aura déjà l'identité des acteurs qui sont initialement dans le réseau. Ce qui ne donnera pas l'identité de tous les acteurs qui interagissent a posteriori. Si les exchanges font bien leur boulot, notamment du côté des exchanges décentralisés, qui gèrent aussi bien leur KYC et que c'est une information qui est accessible, bah là, on arrivera à mailler grosso modo assez bien le réseau. Ça, c'est une question. Moi, j'ai entendu qu'il y avait des acteurs qui utilisaient des logiciels, des services secrets israéliens pour désanonymiser les wallets. On devient hors la loi dans la logique RGPD. Donc, à l'échelle européenne, ce sera impossible de désanonymiser des wallets et d'en avoir un usage commercial sans demander l'autorisation des acteurs. Et après, dans la mécanique de si on sait que tel wallet est un gros investisseur qu'on veut le contacter, aujourd'hui, le seul moyen de le contacter, c'est de lui envoyer des tokens, mais pas sûr qu'il vous les renvoie. Après, peut-être qu'en effet, demain, il y aura un moyen d'envoyer de l'information via un smart contract ou autre, auquel cas, on peut réussir à rentrer en interaction. Ça pourrait être le genre d'outil qui serait intéressant pour justement pouvoir mieux cibler certaines actions au marketing ou de communication. Mais c'est des choses qui, aujourd'hui, à ma connaissance, n'existent pas forcément. Qui sont vos clients ? Aujourd'hui, les clients testent les startups elles-mêmes de la blockchain pour les aider à comprendre ce qui se passe autour de leur token. La prochaine étape, c'est d'avancer sur des exchanges, sur des acteurs de la sécurité tels que Ledger et sur des fonds d'investissement. Alors côté exchange et côté acteurs tels que Ledger, avec notre produit tel qu'il est aujourd'hui, on peut les aider à screener les communautés des tokens pour voir lesquelles sont les plus saines et avec lesquelles ils peuvent travailler. Côté fonds d'investissement, on va sûrement avoir besoin d'une itération technologique supplémentaire pour automatiser cette analyse et cette comparaison entre les différents tokens et demain justement permettre d'avoir des vrais outils d'aide à la stratégie d'investissement qui soient opérationnels et qui permet, en fonction de quel profil de réseau vous recherchez, pouvoir sortir de manière automatique les tokens qui conviennent. Et aussi des acteurs du secteur bancaire ou institutionnel sur tout ce qui va être monitoring systémique. Alors on ne fera pas de l'AML, on ne fera pas du monitoring de flux. Par contre, on peut de manière systémique regarder justement l'ensemble du comportement et du coup identifier peut-être certains acteurs qui sont plus crédibles ou en tout cas plus de confiance que d'autres. Donc il y a aussi des applications sur ces sujets-là. Une question ? Les wallets sont privés, mais les plateformes sont publiques. Du coup, dans ce token, vous avez pu voir quels étaient les moins bien en termes de... Elles ne sont pas toutes publiques. Il y en a certaines qui dévoilent leur portefeuille, qui en dévoilent une partie, d'autres qui ne les dévoilent pas. Là, c'est une partie du travail. Alors aujourd'hui, sur un token, ce n'est pas toujours évident d'identifier précisément quelles sont les plateformes. Une fois qu'on aura screené l'ensemble des tokens ERC20, si on recoupe de manière précise qui a listé quoi et quel wallet est actif sur quel token, on devrait pouvoir de manière assez cohérente redonner un nom justement par rapport aux acteurs. Mais il y a un travail d'analyse statistique à faire tout de même. Ok. En tout cas, si c'était clair, on vous remercie de votre attention. Ok, c'était parfaitement clair. Merci beaucoup d'être venu.
Merci de Coinhouse pour l'accueil. Pour info, du coup, nous on est une jeune startup en développement, on cherche des partenaires, on cherche à recruter, on cherche des clients et des investisseurs. Comme toute jeune startup, on a besoin de se structurer, de créer aussi notre propre écosystème, notre propre communauté. J'ai mis ma carte de visite vers la sortie, s'il y en a qui veulent du coup entrer en contact avec nous pour quelconque collaboration, on est bien évidemment à l'écoute.